La question que tout le monde posait était toujours la même. Que disent ces textes génération après génération? Les chercheurs étaient certains que c'était la seule question qui méritait d'être posée. Personne ne s'est arrêté pour demander à l'autre. De quoi sont-ils faits? Puis dans un laboratoire de l'université de Tel Aviv, un biologiste moléculaire nommé Oded Rechavi a extrait du matériel génétique ancien de la poussière collectée à partir d'un seul fragment, a exécuté la séquence et s'est arrêté net. L'animal dont la peau était devenue ce morceau de parchemin ne pouvait pas être vivant à proximité de la grotte où il a été découvert, pas pour une saison. Pas un seul jour, et ce résultat impossible était sur le point de détruire tout ce que les érudits croyaient comprendre des manuscrits les plus célèbres de la planète. Il s'agit d'un échantillon de l'un des principaux parchemins. Nous en possédons 5 remarquablement bien conservés si l'on considère qu'ils proviennent d'une grotte. Pour comprendre pourquoi ce résultat était si important, il faut revenir là où tout a commencé, sur une colline au-dessus de la mer Morte et chez un berger qui n'avait aucune idée qu'il était sur le point de changer l'histoire. Une pierre jetée dans le noir. En 1947, un jeune berger bédouin nommé Mohamed Edib jeta une pierre dans une grotte près des rives de la mer Morte. Alors qu'il poursuivait une chèvre disparue, il entendit quelque chose se briser. Curieux, il grimpa à l'intérieur et trouva d'anciens pots d'argile scellés pendant des siècles contenant des rouleaux de cuir soigneusement enveloppés dans du lin. Il n'avait aucun moyen de savoir sur quoi il était tombé. Personne d'autre non plus, pas encore. Il cherchait une chèvre perdue. Lorsqu'il atteignit l'entrée de la grotte, il jeta une pierre à l'intérieur juste pour voir si l'animal pourrait s'enfuir. Ce qu'il avait découvert allait devenir la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Les manuscrits bibliques les plus anciens, connus certains remontant à plus de 2000 ans. Entre 1947 et 1956, environ 25 000 fragments représentant près d'un millier de manuscrits distincts ont été extraits de 11 grottes proches des ruines de Qumran. Ils contenaient les premières copies connues de la Genèse d'Isaïe et des psaumes, ainsi que des livres de règles sectaires, des hymnes et des visions de l'Apocalypse. Des textes s'étendant d'environ 250 avant notre ère à 68 de notre ère, la période la plus volatile de l'histoire du judaïsme et du premier mouvement chrétien. Enfermés dans le désert aride de Judée, ces rouleaux avaient tranquillement survécu au Second Temple à Rome, à tous les empires qui s'étaient élevés et s'étaient effondrés au cours des 2000 ans au-dessus d'eux. Mais lorsque les érudits les ont finalement ouverts, les textes n'ont pas apporté de réponse facile. Ils ont posé des questions auxquelles il faudrait 7 décennies pour commencer à répondre. D'où venaient-ils qui les avaient écrits? Pourquoi étaient-ils cachés dans ce coin particulier du désert pendant la majeure partie de ces 70 années? Les chercheurs pensaient avoir compris. Ils avaient tort. La théorie qui a duré des décennies, des chercheurs d'institutions du monde entier se sont penchés sur chaque détail visible offert par ces fragments en travaillant uniquement avec leurs yeux, leur formation et leur instinct. Ils ont comparé l'écriture manuscrite trait par trait. Ils ont étudié la couleur, la texture et l'épaisseur du parchemin dans l'espoir de faire correspondre les morceaux à un animal d'origine unique. Ils ont croisé le langage, la théologie, les systèmes de calendrier, la structure littéraire, tout ce qui pourrait révéler un modèle caché. Ce sont les premières copies de la Bible qui existent plus anciennes que tout ce à quoi les érudits avaient accès auparavant. La théorie qui s'est imposée faisait référence aux Esséniens, une secte juive décrite par des historiens anciens comme Joseph et Pline l'Ancien, comme une communauté monastique isolée dans le désert de Judée vouée à la pureté, à la copie des Écritures et à l'avènement du jugement divin sur un monde corrompu. Les ruines de Qumran, situées juste à côté des grottes, ressemblaient exactement au type de colonie décrite par Joseph des siècles plus tôt. Les pièces semblaient presque trop bien s'emboîter. Les textes sectaires décrivaient une communauté religieuse autonome avec sa propre direction, ses propres lois et un calendrier solaire qui s'éloignait nettement du calendrier lunaire observé par les prêtres de Jérusalem, un défi théologique direct à l'établissement du temple. Les écrits apocalyptiques brûlaient d'hostilité envers cet établissement du temple. Le rouleau de guerre décrivant une confrontation cosmique finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres se lit exactement comme quelque chose qu'une secte dissidente produirait pour donner un sens à son propre exil de la vie juive dominante. La conclusion semblait hermétique. Les Esséniens vivaient à Qumran et y copiaient leurs écritures, et lorsque Rome écrasa la révolte juive en 68 de notre ère, ils enterrèrent leur bibliothèque dans les grottes environnantes pour la conserver.
Pendant des décennies, telle a été l'histoire acceptée, enseignée dans les séminaires, présentée dans les expositions de musées, répétée documentaire après documentaire. Les manuscrits de la mer morte constituaient la collection privée des Esséniens, affaire classée. Plus rien à débattre. Restez avec ça parce que tout ce que vous venez d'entendre est sur le point de s'effondrer. Des fissures que personne ne pouvait fermer. La théorie essénienne a dominé pendant 70 ans, mais sous sa surface des détails inconfortables, on continuait à faire surface des détails que les outils de l'époque n'étaient tout simplement pas équipés pour résoudre. Les rouleaux présentaient des variations textuelles sauvages, presque déconcertantes. Différentes versions des mêmes livres bibliques se côtoyaient. Différents scripts, différentes mains, différents niveaux de compétences, la qualité des parchemins variait depuis des pots savamment préparés jusqu'à des matériaux bruts, presque amateurs, posés juste à côté d'eux dans la même grotte. Lorsque la datation au radiocarbone a finalement été appliquée à un échantillon de fragments au début des années 1990, certains rouleaux se sont avérés antérieurs à la colonie de Qumran elle-même. La chronologie ne correspondait tout simplement pas à ce que la théorie exigeait et personne ne pouvait expliquer l'énigme plus profonde qui se cachait derrière tout cela. Pourquoi une secte isolée et étroitement disciplinée s'accrocherait-elle à de multiples versions contradictoires de ses propres textes sacrés? Pourquoi conserver deux éditions entièrement différentes du livre de Jérémie et sensiblement plus longues que l'autre, avec des passages entiers manquants et des chapitres réorganisés au sein d'une communauté soi-disant construite sur une uniformité religieuse rigide? Certains chercheurs ont proposé des alternatives en marge du domaine. Peut-être que Qumran n'était pas du tout un monastère, un atelier de poterie, un domaine divers, un avant-poste militaire. Peut-être que les grottes fonctionnaient comme un dépôt sacré où les textes usés de nombreuses communautés étaient respectueusement retirés plutôt que jetés. Ces idées existaient, mais aucune ne contenait les preuves concrètes nécessaires pour détrôner un paradigme en vigueur depuis des générations. Puis quelque chose est arrivé d'une direction à laquelle personne ne s'attendait sur le terrain. Pas archéologue, pas un théologien, un généticien. Pendant le déjeuner qui a tout changé. En 2012, autour d'une table à l'université de Tel Aviv, le biologiste moléculaire Oded Rechavi s'est entretenu avec le bibliste Noam Mizrahi. La conversation a dérivé, comme le font souvent les conversations entre anciens collègues, vers les manuscrits de la mer morte, vers la difficulté exaspérante de faire correspondre des milliers de minuscules fragments déconnectés et vers les questions que 70 années d'études minutieuses n'avaient jamais réussi à résoudre. Mizrahi l'a expliqué clairement, 25 000 fragments, aucun titre, aucun numéro de page. Il n'existe aucun moyen fiable de relier un morceau de parchemin à un autre au-delà des comparaisons d'écritures manuscrites et des conjectures éclairées sur l'apparence de la peau, des méthodes subjectives imprécises et susceptibles d'être catastrophiquement fausses sans que personne ne s'en rende compte. Rechavi écoutait attentivement, puis il a posé une question simple. De quoi sont réellement constitués les parchemins dit Mizrahi? Peau d'animal. Rechavi s'arrêta un long moment. Le parchemin a de l'ADN. Cette seule phrase ouvrait un champ de recherche entièrement nouveau que personne n'avait pensé à approfondir. Rechavi s'était spécialisé dans l'analyse de l'ADN ancien, une méthode qui avait déjà remodelé l'étude de la préhistoire humaine, retraçant les schémas de migration et l'histoire des populations sur des dizaines de milliers d'années, À ce moment-là, à cette table de déjeuner, il réalisa que personne n'avait jamais utilisé la même méthode pour un manuscrit pour l'écriture elle-même. Il s'avère que celui-ci est en cuir de vache. Nous avons donc deux fragments qui sont revenus sous forme de peau de vache, avec Nina Shor, conservatrice des manuscrits de la mer morte à l'autorité israélienne des antiquités Rechavi et Mizrahi, ont constitué la petite équipe qui passerait les années suivantes à poursuivre quelque chose que personne n'avait jamais tenté avant eux. Ce qu'ils ont découvert en cours de route déstabiliserait même ceux qui ont passé toute leur carrière à protéger ces textes fragiles et irremplaçables, lisant la génétique sans y toucher. C'était là le premier obstacle et il était sérieux. Les manuscrits de la mer morte sont sacrés pour de multiples confessions et par définition totalement irremplaçables. Toute méthode impliquant la découpe, le perçage ou le retrait d'échantillons physiques était exclue dès le départ. Les rouleaux devaient rester entiers intacts.
Alors, comment lire l'histoire génétique de quelque chose qu'il est absolument interdit de toucher? La réponse était restée là tout le temps, cachée à la vue de tous, à l'intérieur des boîtes de stockage elles-mêmes. Des décennies de manipulations soigneuses avaient laissé derrière elles de fines particules de poussière de parchemin s'accumulant silencieusement au fond des conteneurs. Cette poussière contenait du collagène, la protéine structurelle présente dans la peau animale et enfermée à l'intérieur, préservée pendant 2000 ans, était un matériel génétique ancien. En ramassant la poussière des marges vierges et des bords usés des endroits où aucune écriture n'avait jamais existé, l'équipe a pu collecter suffisamment de matière sans jamais toucher le texte ancré lui-même. Les preuves attendaient tranquillement dans cette poussière tout le temps, à travers chaque étude et chaque décennie de débats scientifiques. Mais transformer cette poussière en séquences génétiques utilisables a été un travail brutal. Le processus même de fabrication du parchemin, de trempage, de grattage, d'étirement, de dimensionnement, de séchage endommage l'ADN au niveau moléculaire. Les encres à base de fer utilisées sur de nombreux rouleaux sont chimiquement corrosives et après tout cela, les rouleaux ont passé 2000 ans dans des grottes du désert avant d'être manipulés par des centaines de chercheurs au cours des 70 années suivantes. Chacun laissant potentiellement des traces de contamination moderne, l'équipe a travaillé dans des installations dédiées à l'ADN ancien qui ressemblaient plus à des salles blanches qu'à des archives. Combinaison de protection complète, pression d'air positive, stérilisation aux ultraviolets, ils ont élaboré des protocoles d'authentification stricts pour confirmer que leurs résultats étaient véritablement anciens et non contaminés par des mains modernes recherchant des modèles de dégradation moléculaire qui ne s'accumulent qu'au fil des siècles, faisant passer des échantillons à travers de multiples extractions indépendantes, vérifiant chaque résultat entre des laboratoires distincts. Cela a pris des années, des centaines d'échantillons, des échecs répétés, mais ils ont finalement réussi à assembler des séquences génétiques fiables à partir de dizaines de fragments. Et lorsque Rechavi a finalement étudié ce que ces séquences lui montraient, il a saisi son téléphone. La vache qui a brisé la théorie. La plupart des fragments correspondaient aux attentes sans incident. La peau de mouton, le matériau standard utilisé dans toute la Judée ancienne, provient d'un animal pleinement capable de survivre dans un environnement désertique, hostile, comme Qumran. Mais une poignée de fragments sont revenus comme quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Peau de vache. Noam Mizrahi a longtemps regardé ce résultat. Il connaissait intimement Qumran, les textes, le terrain, la longue et difficile histoire du site, et il s'est assis avec les données en silence avant de dire quoi que ce soit, à qui que ce soit. Parce que le parchemin de vache à Qumran n'était pas seulement une anomalie à noter et à mettre de côté, c'était physiquement, géographiquement impossible. Qumran se trouve dans le désert de Judée, au bord de la mer Morte, l'un des environnements les plus rudes et les plus secs de la planète. Les moutons et les chèvres peuvent y survivre. Ils sont construits pour des terres arides, pour un minimum d'eau, pour une végétation broussailleuse qui affamerait la plupart des autres animaux d'élevage. Le bétail ne le peut tout simplement pas. Une seule vache a besoin de dizaines de gallons d'eau chaque jour et d'un pâturage important pour survivre et encore moins prospérer. Il n'existait aucune version d'une communauté vivant à Qumran qui aurait pu également élever du bétail à proximité. Le parchemin de vache n'aurait tout simplement pas pu être produit dans ce désert, point final. Ce qui signifiait que tout parchemin écrit sur de la peau de vache provenait entièrement d'ailleurs, quelque part avec de la vraie eau et de vraies prairies. La théorie n'était pas légèrement erronée, c'était faux. Faux d'une manière qu'une seule vache rendait complètement indéniable. Lorsque ce résultat est arrivé sur le bureau de Pnina Shor à l'autorité israélienne des Antiquités, elle a arrêté de lire et s'est simplement assise avec. Elle avait passé toute sa carrière comme gardienne de ces fragments. Elle connaissait mieux la poussière contenue dans ces boîtes de rangement que la plupart des gens ne connaissent les pièces de leur propre maison. Elle a lu la conclusion 2 fois lentement pour s'assurer de bien la comprendre. Elle dira plus tard que c'était comme si la pièce s'était inclinée sous elle. Il ne s'agissait pas seulement d'un défi à la théorie essénienne, mais aussi à l'ensemble du cadre que les chercheurs avaient construit pour comprendre ce qu'étaient réellement les manuscrits de la mer Morte. Et la peau de vache n'était pas dispersée au hasard dans la collection, ce qui aurait été assez étrange en soi. Il s'est regroupé autour de textes spécifiques, de versions spécifiques, de livres spécifiques, et c'est exactement là que la génétique devient encore plus étrange, empreinte digitale à l'intérieur du parchemin.
Voici ce que l'équipe pouvait désormais faire, ce que personne avant eux n'avait jamais fait. En comparant les marqueurs génétiques de différents échantillons de parchemin, ils ont pu déterminer si des fragments distincts provenaient du même animal. 2 morceaux de parchemin provenant d'un mouton portent un ADN mitochondrial presque identique. 2 morceaux provenant de moutons différents ne suffisent tout simplement pas. Pendant 70 ans, la correspondance des fragments reposait entièrement sur des conjectures. Maintenant, pour la première fois, il existait des preuves génétiques solides. De véritables empreintes digitales inscrites dans le matériau lui-même. Prenons le livre de Jérémie comme exemple le plus clair. 2 versions radicalement différentes en survivent parmi les rouleaux. L'une ressemble à la Bible hébraïque familière lue aujourd'hui, plus longue, avec ses chapitres disposés dans l'ordre standard attendu. L'autre est sensiblement plus court, manquant carrément des sections entières. Ces chapitres sont disposés dans un ordre complètement différent. Avant 1947, les premiers manuscrits hébreux de l'Ancien Testament accessibles aux érudits ne dataient que d'environ 1000 après Jésus-Christ. Et pendant des décennies, les experts ont débattu sans fin sur la signification réelle de ces versions divergentes. Une première ébauche peut-être, ou une révision théologique ultérieure, ou simplement une erreur de scribe. L'ADN a finalement apporté une réponse concrète et physique à un débat qui durait depuis des décennies. La version plus courte de Jérémie a été écrite sur du cuir de vache. La version plus longue a été écrite sur peau de mouton. Des animaux entièrement différents, presque certainement des régions différentes. Il ne s'agissait pas simplement de copies variantes s'éloignant lentement d'une source originale partagée. Il s'agissait de 2 traditions textuelles véritablement distinctes, développées indépendamment l'une de l'autre dans 2 communautés distinctes situées dans 2 parties différentes de l'ancienne Judée. Relisez-le car c'est important. 2 communautés, 2 Bibles coexistant. L'équipe a effectué la même analyse sur les chants du sacrifice du sabbat, un texte liturgique décrivant le culte angélique à l'intérieur du temple céleste avec des copies trouvées à Qumran et à Masada, la forteresse, au sommet d'une montagne où les rebelles juifs ont pris position contre Rome en 73 de notre ère. L'ADN a montré que plusieurs fragments de Qumran de ce même texte provenaient d'animaux totalement différents. Il s'est avéré que ce texte était populaire, largement copié et produit indépendamment en de multiples endroits, et non la propriété exclusive et gardée d'une seule secte isolée. Vient ensuite l'analyse de la parenté qui ajouta encore une autre couche au tableau. En examinant les marqueurs d'ADN nucléaire, les chercheurs pouvaient parfois identifier des parchemins provenant d'animaux étroitement apparentés de frères et sœurs ou de membres du même troupeau. Des groupes d'animaux apparentés pointaient vers des centres de production spécifiques, des lieux où plusieurs rouleaux avaient clairement été fabriqués à partir de peaux d'origine locale au cours de la même fenêtre de temps étroite. Et voici le détail qui comptait le plus. Certains de ces groupes étroitement liés, clairement produits ensemble à partir d'un seul troupeau, se sont retrouvés mélangés à des fragments sans aucune relation génétique provenant d'animaux et de troupeaux totalement différents. Il ne s'agissait pas d'une collection née naturellement d'un scriptorium central. Il avait été rassemblé à partir de multiples points d'origine représentant plusieurs communautés dispersées dans la région s'étendant sur plusieurs décennies, voire sur des siècles entiers. La théorie des bibliothèques n'a pas seulement craqué sous ce poids, il s'est complètement effondré. Un monde aux multiples voix. Voici ce que tout cela signifie réellement. Si les manuscrits provenaient véritablement d'une secte isolée vivant à Qumran, leur simple diversité n'aurait presque aucun sens. Pourquoi une seule communauté disciplinée prendrait-elle la peine de préserver des versions concurrentes de ses propres écritures? Pourquoi conserver des textes représentant des positions théologiques qu'ils rejettent activement plutôt que de simplement les détruire? Mais si la collection avait plutôt été rassemblée auprès de nombreuses communautés différentes, dispersées dans l'ancienne Judée, rassemblées dans ces grottes progressivement au fil des décennies. Et finalement scellé par une crise catastrophique, tout se mettrait soudainement en place. La diversité n'est pas une complication qu'il faut expliquer, c'est tout l'intérêt de la collection. Les preuves génétiques confirmaient quelque chose que quelques chercheurs soupçonnaient depuis longtemps, mais n'avaient jamais pu le prouver. Ces grottes, les mêmes que celles que la pierre de Muhammad ad-Dib a brisées en 1947, avaient fonctionné comme une génisa, un lieu de stockage sacré, où les juifs de nombreuses communautés différentes apportaient des textes trop sacrés pour être simplement détruits, mais qui ne pouvaient plus être utilisés dans le culte quotidien. La loi juive interdit de jeter tout document portant le nom divin.
Ces textes doivent au contraire être respectueusement préservés. Les anciennes communautés de la région conservaient des espaces désignés appelés géniseaux exactement dans ce but. Imaginez maintenant la géographie environnante. Jérusalem se trouve à peine à 20 miles de Qumran, un voyage gérable selon les normes anciennes. Lorsque Rome assiégea la ville entre 68 et 70 de notre ère, les Juifs, fuyant cette destruction, auraient très bien pu emporter dans le désert tous les manuscrits sacrés qu'ils pouvaient sauver, les ajoutant ainsi à une collection que d'autres communautés y déposaient déjà depuis des générations. Des manuscrits familiaux, des manuscrits de synagogues, des fragments d'un monde entier sauvé, alors que tout ce qui était familier s'effondrait autour d'eux. Ces grottes n'étaient alors pas les archives privées d'un seul ordre monastique vivant à l'écart du monde. Il s'agissait d'une bibliothèque sacrée partagée appartenant à tout l'ancien Israël, et les fragments de peau de vache ont prouvé quelque chose d'encore plus spécifique sur la façon dont cette bibliothèque a été constituée, que les textes voyageaient physiquement entre des régions lointaines, transportés depuis des terres plus humide et plus fertile au nord ou à l'ouest jusqu'au cœur même du désert de Judée. Il ne s'agissait pas d'une communauté fermée et repliée sur elle-même, gardant sa propre vérité privée. Il s'agissait d'un réseau vivant et respirant de communautés juives, échangeant des textes, des idées et des pratiques religieuses à travers une distance géographique réelle. Ce que cela signifie pour les origines du christianisme est véritablement significatif. Le monde dans lequel Jésus est né n'était pas un monde d'accords théologiques établis et confortables. C'était un paysage de débats religieux vigoureux et géographiquement dispersés, avec de multiples communautés, chacune convaincue de détenir la tradition authentique. Les manuscrits de la Mer Morte n'étaient pas la prise de position d'une seule faction dans ce débat plus vaste. Ils ont capturé l'intégralité de l'argumentation dans tous ses détails désordonnés et contradictoires, une Bible encore en cours d'écriture. Pour les spécialistes des Écritures, les implications vont encore plus loin. Il n'existait pas un seul texte universellement accepté de Jérémie flottant au-dessus de la mêlée. Il existait plusieurs versions plus courtes et plus longues et disposées différemment, chacune étant considérée comme la forme faisant autorité de l'Écriture par la communauté qui la conservait. Le même schéma s'appliquait à la Genèse, aux psaumes et aux différents livres prophétiques. La canonisation n'était pas un processus fini et transmis d'en haut. Le conflit était toujours activement en cours, toujours contesté et véritablement instable. Et maintenant, l'ADN avait prouvé ce fait physiquement et non seulement théoriquement. Des communautés distinctes situées dans des lieux différents maintenaient indépendamment des versions distinctes de ce qu'elles appelaient chacune la Bible. La tradition textuelle n'était pas figée ou figée. Il était vivant, évoluait et son aspect était significativement différent selon la position exacte dans laquelle vous vous trouviez. Le monde dans lequel Jésus a enseigné et dans lequel le premier mouvement chrétien a pris forme était imprégné exactement de ce genre de diversité d'écritures contradictoires, d'interprétations concurrentes, de la loi de vision concurrente de ce que Dieu ferait ensuite pour son peuple. Et les preuves de tout cela étaient restées tranquillement dans la poussière sur une étagère de stockage pendant tout ce temps, attendant que quelqu'un pose enfin la bonne question. Des questions que personne ne pouvait poser auparavant. La publication en 2020 de cette recherche génétique a ouvert un tout nouveau chapitre dans la recherche sur les manuscrits de la Mer Morte, un chapitre qui est toujours en cours d'écriture. Ce qui l'a permis de demander pour la première fois pourrait finir par avoir encore plus d'importance que ce qu'il a réussi à régler. Avant le début de ces travaux, il n'existait tout simplement aucun moyen de confirmer scientifiquement si deux fragments appartenaient au même manuscrit. Si un texte donné provenait d'un seul endroit ou de plusieurs, ou si des rouleaux séparés partageaient un lien physique réel au-delà d'une vague similitude de sujets. Maintenant, pour la première fois, c'est le cas. Les chercheurs peuvent-ils identifier des centres de production spécifiques pour des textes individuels? Peuvent-ils cartographier l'ensemble du réseau géographique des communautés de scribes juifs qui s'étendaient autrefois à travers la Judée antique? Peuvent-ils retracer avec des détails physiques réels la façon dont les traditions textuelles se sont déplacées d'un endroit à l'autre au cours des décennies, voire des siècles? Les chercheurs s'attaquent déjà à ces questions, étendant l'analyse de l'ADN à un ensemble beaucoup plus large de fragments, associant ces données génétiques à une imagerie multispectrale capable de récupérer des écritures invisibles à l'œil nu et créant des bases de données de référence sur l'ADN animal ancien provenant de tout le Proche-Orient ancien.
L'objectif est d'obtenir une carte géographique suffisamment précise pour qu'un seul fragment puisse révéler à peu près où vivait autrefois l'animal derrière son parchemin dans le monde antique. En d'autres termes, le travail de lecture des manuscrits de la Mer Morte n'est pas terminé. À bien des égards, ce n'est que maintenant que l'histoire commence réellement. Écrit dans la peau, cette avancée génétique représente quelque chose de bien plus grand que la résolution d'un simple débat archéologique. Pendant 70 ans, des érudits brillants et dévoués ont examiné ces textes avec tous les outils à leur disposition, déchiffrant les écritures anciennes, lettre par lettre, traduisant des dialectes difficiles et obscurs, reconstruisant minutieusement les pages endommagées par 2000 ans de temps et de dégradation. Ce travail était réel, précieux et totalement irremplaçable. Mais certaines questions restaient définitivement hors de portée même si l'on y regardait attentivement. L'analyse de l'écriture manuscrite est intrinsèquement subjective. Comparer le parchemin à l'œil nu est imprécis. La critique textuelle peut repérer des modèles dans l'écriture, mais elle ne peut pas toujours prouver de manière définitive si ces modèles émanent d'une communauté ou de plusieurs disséminés dans une région. La biologie moléculaire offrait une voie d'accès véritablement différente que personne n'avait pensé à essayer avant cette conversation du déjeuner. En lisant les informations génétiques enfermées dans le matériau même sur lequel ces textes sacrés étaient écrits, les scientifiques ont finalement répondu à des questions qui semblaient définitivement et désespérément sans réponse. Et ce que ces preuves ont finalement révélé s'est avéré être plus important que ce que toutes les personnes impliquées avaient initialement espéré trouver. Il s'avère que les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas le manifeste théologique d'une secte radicale qui se cache dans le désert de Rome. Il s'agit de la littérature sacrée accumulée de l'ancien Israël lui-même, rassemblée pièce par pièce au fil des générations diverses, contestée profondément et désordonnée dans ses contradictions. Des voix multiples, des communautés multiples, des versions multiples de la Bible, chacune portée dans une grotte du désert de Judée par quelqu'un qui regarde tout son monde familier prendre fin autour d'eux. Nous ne savons tout cela aujourd'hui que parce que les scientifiques ont finalement appris à lire une histoire qui n'était pas écrite dans l'encre posée à la surface, mais dans l'ADN des animaux dont la peau a transporté cette encre en toute sécurité pendant 2000 ans de silence quasi total. En 1947, une pierre de berger a brisé une jarre d'argile et a laissé parler à nouveau un monde antique pour la première fois depuis des siècles. En 2020, un généticien a séquencé l'ADN extrait discrètement de la poussière dans une boîte de stockage. Le berger ouvrit la porte, le scientifique entendit enfin ce qui attendait patiemment derrière lui. Si une seule conversation au déjeuner, réécrivant tranquillement l'histoire des Écritures, est le genre d'histoire qui vous captive, abonnez-vous maintenant et restez proches car nous ne faisons que commencer.